Alors, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire de l'Institut Tamarack, l'art de naviguer dans le torrent. Donc, comment renforcer les capacités de résilience de nos milieux. Aujourd'hui, j'ai avec moi Mathieu Piaget, Mélissa Rivard, que je vais vous présenter dans un instant. Et c'est moi-même, Myriam Bérubé, donc qui vous parle. Je suis directrice consultante à l'Institut Tamarack pour le Québec et les communautés francophones. Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement notre partenaire, le Secrétariat aux relations canadiennes du gouvernement du Québec, grâce à qui l'interprétation simultanée de ce webinaire est possible aujourd'hui. Ce webinaire fait partie d'une série de 5 conversations autour de projets québécois inspirants qui illustrent les 5 champs de pratique de l'Institut Tamarack. Donc aujourd'hui, on est autour de la collaboration sous l'angle de la résilience. On aura d'autres webinaires sur la participation citoyenne, le leadership collectif, l'innovation dans la communauté et l'évaluation participative. Tout ça grâce à notre partenariat avec le secrétariat. Voilà, maintenant on peut commencer notre webinaire donc, par un moment de gratitude et de reconnaissance. Donc, on veut reconnaître aujourd'hui qu'on se réunit en territoire autochtone et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous sommes reconnaissants et reconnaissantes de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir aujourd'hui. Et nous voulons remercier toutes les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Dans le contexte aujourd'hui du webinaire où on va parler de la question de la résilience, je veux particulièrement reconnaître et honorer la résilience des communautés autochtones autant hier qu'aujourd'hui. Je vous appelle, moi, aujourd'hui, de Tiohtià:ke, colonialement connu comme Montréal, qui est situé sur le territoire traditionnel du peuple Ghanaian-Guéhaga. Et cette reconnaissance qu'on fait aujourd'hui des contributions et de l'importance historique des peuples autochtones s'inscrit pour nous dans notre engagement collectif pour concrétiser la promesse de la vérité et de la réconciliation dans nos communautés. S'il y en a qui le souhaitent, je vous invite à inscrire dans la boîte de dialogue le territoire autochtone d'où vous nous appelez aujourd'hui. Voilà, quelques mots très rapides sur Tamarack pour ceux et celles qui nous connaissent moins. Donc, Tamarack, c'est à la fois un grand réseau d'apprentissage et un centre d'apprentissage en développement des communautés. Donc, à travers notre centre d'apprentissage, tout à l'heure, je vous ai parlé des 5 grands champs de pratique. Donc, on va offrir des webinaires gratuits, des publications, du coaching, de la formation pour outiller les acteurs, les actrices de changement à l'échelle des communautés. Et on va aussi soutenir un grand réseau d'apprentissage, donc des communautés dynamiques où des villes et des leaders locaux mettent en œuvre des initiatives de changement qui visent à réduire la pauvreté, à renforcer le tissu social, à bâtir l'avenir avec les jeunes et assurer une transition climatique juste et équitable. Suivante. Maintenant, nos panélistes. Alors, ça me fait très plaisir donc de vous présenter aujourd'hui Mathieu et Mélissa. Alors, Mathieu travaille depuis 2017 comme conseiller en développement collectif au sein de NISCA. NISCA, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas l'organisation, c'est une organisation très dynamique et innovante qui s'inscrit dans le mouvement des organisations apprenantes et de la gouvernance partagée. Mathieu est aussi le fondateur de la Scope Accolade en France où il travaille également depuis 2009. Pour Mathieu, son engagement a pour objectif de donner sens et force aux projets qui servent l'intérêt collectif avec un regard résolument tourné vers l'avant. Et ça, je vous l'assure. Donc, l'innovation est présente dans les pratiques et les idées qui sont soutenues par Mathieu tout au long des projets qui l'accompagnent. Mélissa. Donc, Mélissa Rivard est directrice de la CDC. La CDC, c'est la Corporation de développement communautaire Memphremagog, donc depuis 2 ans. Elle a 10 ans d'expérience en concertation et en conseil dans le milieu communautaire. Elle adore la facilitation d'espaces de co-création qui vont nous permettre de faire émerger l'intelligence collective. On va en parler justement aujourd'hui au service toujours du développement social. Alors, bienvenue à vous deux. Ça me fait très plaisir que vous ayez accepté notre invitation aujourd'hui pour parler de la résilience. Maintenant, c'est vrai, plongeons dans la résilience. Alors, la résilience, on en parle beaucoup, résilience des individus, des organisations, des communautés. C'est cette capacité qu'on a à se remettre rapidement, que ce soit de perturbations, de crises, de chocs qu'on peut avoir vécu. Et on le voit, c'est un concept qui est de plus en plus important dans un contexte qui est en constante évolution et qu'aussi on sent de plus en plus imprévisible.
Donc, aujourd'hui, on va aborder ensemble qu'est-ce qu'on entend au juste quand on parle d'organisation, de communauté résiliente et de façon très concrète, pratique, comment est-ce que ça peut s'incarner dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos organisations, dans nos communautés. Alors, je vais peut-être d'abord me tourner vers Mathieu pour débuter. Je t'inviterai, Mathieu, à nous parler donc de l'expérimentation du projet Opération Résilience, donc un peu les débuts, à partir de quel constat, pour répondre à quels besoins est-ce que le projet a été conçu? Tout d'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui. Le projet Opération Résilience s'est construit, je crois que ça va étonner possiblement personne, pendant la pandémie. La pandémie, ça a été, comme j'imagine tout le monde, un moment de sidération, un moment important qui est venu à nous amener chez Niska à nous poser la question de le terme résilience. Il arrive, on entend beaucoup parler, il faut qu'on soit résilient, il faut qu'on soit résilient, comme une forme d'injonction aux individus à être résilients. Puis on s'est posé la question, nous, en se disant, mais OK, les individus peuvent être résilients, mais est-ce que les organisations humaines du travail aujourd'hui peuvent être résilientes? Puis essayons de mettre le focus sur l'aspect organisationnel plus que sur l'aspect, psychologique, même si on s'est beaucoup inspiré de ce que Boris Cyrulnik a fait dans sa vie, dans son œuvre autour de la résilience. C'est sûr que nous, on a beaucoup mis l'emphase sur l'organisation, les organisations de travail et considérer l'organisation comme un être humain. Partant de là, dans cette idée-là, on a construit chemin faisant l'idée de travailler avec notre territoire, notre milieu, pour essayer d'avancer sur ces questions-là et de nous dire comment est-ce qu'on peut avancer dans un monde complexe, parfois incertain, qui est toujours en mouvement, et malgré tout ça, continuer à donner du sens à l'action. C'est un vrai défi. Des fois, on peut se décourager, des fois, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on s'organise? Donc, nous, on a souhaité, en fait, mettre en place un projet avec des 11 personnes au départ, puis Mélissa est là aujourd'hui pour en témoigner, pour faire avancer ce concept de résilience organisationnelle qui est, somme toute, assez peu développé. On parle beaucoup de résilience des individus, mais assez peu des organisations. Donc, on a amené un travail autour des facteurs de protection en fait, des organisations. Comment est-ce que les organisations peuvent développer des facteurs de protection pour faire face en fait, à des environnements qui deviennent de plus en plus incertains et complexes. Et donc, on a travaillé à partir de 3 capacités, des capacités qui nous semblent importantes à mettre en travail. Capacité d'absorption, comment est-ce qu'une organisation peut résister à un choc? Comment est-ce qu'une organisation peut se renouveler en imaginant et en ouvrant des possibles? Ça, c'est la deuxième capacité, le renouvellement. Et puis, la troisième capacité, c'est sur l'appropriation. Finalement, on prend conscience de ce qui s'est passé pour mieux préparer l'avenir, finalement adapter en fait de ce qui pourrait arriver comme futurs événements. Puis en travaillant sur ces capacités, bien on est allé chercher on pourrait appeler ça presque un cercle de courageux pour reprendre peut-être l'expression, des personnes qui ont bien voulu travailler avec nous pendant plusieurs mois et décortiquer le concept de résilience, mais aussi le mettre en pratique concrètement pour voir comment est-ce que les organisations peuvent devenir résilientes au même titre que les humains peuvent devenir résilients. Et enfin, pour terminer, je dirais qu'il n'y a pas du tout une attitude dans ce projet d'être prescriptif en disant « faut faire de la résilience ». Il y a différentes façons de penser le monde. C'est vrai que la résilience amène aujourd'hui une certaine façon d'amener une paradigme de pensée autour de la résilience, mais c'est quand même d'essayer d'avancer dans cette idée que la résilience organisationnelle est une belle voie pour faire avancer les organisations aujourd'hui. Voilà en quelques mots. Merci Mathieu d'avoir si bien mis la table. Maintenant, je suis curieuse de savoir, je me tourne vers toi, Mélissa. Quand ce projet Opération Résilience a été lancé, pourquoi est-ce que tu as choisi, toi, d'adhérer à la démarche? Qu'est-ce qui t'intéressait particulièrement dans cette expérimentation? D'un point de vue très personnel, je travaille dans le communautaire depuis longtemps, puis l'expérience m'a toujours appris que dans le domaine, il faut savoir innover, sortir de notre zone de confort pour réussir. Je pense que Mathieu l'a bien nommé, là, c'est un milieu qui bouge vite, on a à résoudre des défis de financement, le contexte est difficile, la pandémie aussi, gestion de projet, clientèle, les besoins évoluent, bref, c'est quand même un contexte particulier de travailler dans le développement social et le communautaire. Donc, il faut toujours s'adapter. Et c'est un peu ce que Niska nous offrait avec cette expérience-là qui valorisait un processus plutôt qu'une finalité. Pour nous, c'était de se jeter dans une aventure qui nous ferait vivre un processus où est-ce qu'il fallait s'adapter
travailler avec l'intelligence collective plutôt qu'avec l'expertise pour construire une résilience. Puis ça m'allumait vraiment d'un point de vue personnel. C'était pas la première démarche similaire dans laquelle j'embarquais, avec d'autres thématiques, mais c'est un processus que je connaissais bien puis qui avait porté fruit dans mon parcours. Et au niveau des motivations professionnelles, je dirais que je travaille présentement pour un regroupement d'organismes, hein, puis on veut développer la capacité d'agir de nos membres. Donc, développer des capacités de résilience, c'est sûr que c'est bénéfique pour un territoire. C'est certainement un atout considérable pour mieux collaborer, pour mieux desservir la population, pour être plus efficace aussi dans notre écosystème. Et je connaissais la Coop Nisca, je savais aussi comment ils travaillaient. Ça a toujours été un petit coup de cœur. Donc, de mon côté, avec audace, j'ai décidé de plonger avec l'aval de mon conseil d'administration aussi, mais ça faisait sens là, dans notre parcours, dans mon parcours personnel, mais aussi professionnel, puis pour la CDC. Et puis de se joindre à une cohorte telle que je la comprends, où il y avait diverses perspectives qui étaient représentées, hein, donc ce n'était pas que des gens du territoire sur lequel vous œuvrez à la CDC Memphrey-Magog, mais aussi avec d'autres territoires, particulièrement en Estrie, si je ne me trompe pas. Donc, peut-être revenir donc sur le projet. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait d'Opération Résilience, en fait, une réussite? Ça a été quoi certaines des retombées du projet? Souvent, on nous pose la question quand on parle de résilience organisationnelle aujourd'hui, mais c'est quoi les impacts? À quoi ça sert? OK, on vit dans un monde incertain, OK, c'est difficile, mais moi, centre communautaire, qu'est-ce que j'ai à gagner à travailler là-dessus? Qu'est-ce que j'ai à gagner à perdre du temps? Aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. Pourquoi est-ce que je perdrais du temps avec mon équipe à travailler? Puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'impact de Opération Résilience se situe, je dirais, sur 4 voire 5 niveaux. Le premier, sur la culture organisationnelle. Je pense que la résilience, comme le dit Boris Cyrulnik aussi, sur les facteurs de protection d'un enfant. Plus un enfant a des facteurs de protection importants dès le début, plus il a des capacités à absorber les chocs. Bien, la culture organisationnelle en dit beaucoup sur la façon dont l'organisation, historiquement, a été créée. Quels sont les éléments marquants de l'organisation, puis prendre le temps de regarder ce qui s'est passé. Parfois, il y a des équipes qui portent un ADN organisationnel qui ne les concerne pas, dont ils ne appartiennent pas, mais qui le portent malgré tout. Donc déjà, ça vient toucher la culture organisationnelle, très clairement. Ça vient toucher aussi aux pratiques des ressources humaines ou des richesses humaines. Ça vient questionner l'alignement des individus dans l'organisation. Ça vient questionner ma place, mon système de valeurs. Et donc, ça vient questionner aussi les dynamiques d'équipe de façon très, très importante. Ça vient aussi questionner les modalités de gouvernance. Le souhait, on entend beaucoup parler des gouvernances partagées, participatives, inclusives, presque des mots à la mode. Il faut qu'on change nos gouvernances, mais comment concrètement ça peut se faire? En mettant des lentilles autour des 3 capacités que j'ai citées tout à l'heure, ça amène à avoir des impacts très précis, notamment sur comment est-ce qu'on prend des décisions, comment est-ce qu'on met en place des procédures de prise de décision à fort enjeu, à faible enjeu, de façon importante ou urgente. Donc, ça amène aussi les organisations à se repositionner. Et le dernier point, c'est sur le positionnement stratégique. Une organisation résiliente, c'est une organisation qui est capable de nommer comment est-ce qu'un nouveau positionnement stratégique peut voir le jour à partir d'une compréhension de son histoire. Et ça prend effectivement du temps, ça ne s'improvise pas, mais je dirais que ça vaut le coup. Ce n'est pas une charge de travail de travailler sur la résilience organisationnelle, c'est un investissement. Nous, on pense que c'est un investissement dont les organisations ne doivent plus faire l'économie au regard de ce qui est en train de se passer dans notre société, puis dans le monde entier, j'aurais envie de dire aujourd'hui. Merci de partager comme ça les retombées du projet. C'est très clair comment ça vient transformer vraiment là, à plusieurs niveaux à la fois nos organisations. Donc, comment parfois, j'imagine, ça peut être challengeant, ça peut être déstabilisant par moment, mais comment effectivement, à la longue, bien, ça va nous amener à être beaucoup mieux équipés, beaucoup mieux outillés, en fait, pour affronter là, les défis futurs. Je suis curieuse de t'entendre, Mélissa, aussi. De votre côté, comment est-ce que la résilience s'est incarnée dans vos pratiques? Mais nous, ça a été un processus qu'on vit encore. En fait, si on repart du début, la participation en soi à la cohorte
moi, de mon côté, je me suis quand même donné le mandat de ramener les apprentissages, les activités dans mon milieu pour pouvoir contribuer à la résilience de mon territoire. Donc, en participant à la cohorte, c'est sûr que ça a semé des petites graines de changement dans ma pratique, dans ma lecture de mon environnement. Tu l'as dit tout à l'heure, là, Mathieu, on porte des lunettes avec certaines capacités maintenant pour avoir une meilleure analyse de nos milieux. Mes comportements ont changé aussi. On normalise notre vécu, nos réactions. Puis là, on parlait beaucoup de pandémie dans ce temps-là, mais ça nous permet vraiment d'avoir une lecture du milieu puis d'avoir les outils pour avancer dans la bonne direction. Donc, en participant à la cohorte, moi, j'ai organisé différemment les rencontres des membres de mon équipe. J'ai écrit plus de moments aussi pour prendre du recul, pour aussi déposer nos vulnérabilités ensemble puis bâtir un nouvel ADN de la CDC, là, tu l'as si bien nommé. Et pendant la cohorte, j'ai proposé à mon conseil d'administration de vivre un groupe de travail autour de la résilience pour qu'on s'approprie collectivement les concepts, qu'on les fasse vivre aussi dans nos propres organisations. Et moi, ça me permettait, d'un point de vue très égoïste, de pratiquer ma posture de facilitatrice puis de favoriser mon intégration aussi de la matière, on ne se le cachera pas. Et suite à ces deux démarches parallèles-là, eh bien, on a décidé de déposer en fait, au programme des éclaireurs, qui était une opportunité de financement assez considérable là, qui revient annuellement. Et on a souhaité déposer le projet de la Journée Résilience, donc qui était un grand get-together, un grand événement qui rassemblait plus de 60 participants multisectoriels de notre territoire pour vraiment entrer en profondeur sur notre territoire, dans les concepts de la résilience, pour développer un langage commun aussi, parce qu'on ne se le cachera pas, la résilience, juste le terme réveille des anticorps. On est tanné de l'entendre, là, mais il faut l'assumer. Puis c'est beau, la résilience. Puis il faut aussi bien la comprendre pour pas nécessairement avoir des billets, puis tout de suite le voir comme étant un terme qui est devenu presque péjoratif. Donc, on voulait se créer cet espace-là pour entendre les expériences des partenaires, développer nos pratiques, réfléchir sur notre vécu. Oui, il y avait de la pandémie dans nos discours, mais pas tant. On était plus tournés vers nos propres organisations, dans notre écosystème, puis l'avenir. Et aussi, on a offert à nos membres, suite à la journée résilience, 4 à 6 heures d'accompagnement de coaching à l'interne de leur propre organisation par la coop NISCA. Parce que c'est beau de le vivre ensemble. Pour tous les objectifs là, que je viens de vous parler, ça avait vraiment un impact direct. Mais maintenant, on voulait outiller nos organisations à ramener les concepts dans leur équipe de travail pour qu'eux sèment les graines de la résilience à l'interne même. Et ça a vraiment été un bon coup de notre côté. Là, on en entend encore parler parce que chacun le vit différemment et à des étapes différentes dans leur développement. Donc, on voulait s'assurer qu'ils puissent le vivre de l'interne à une façon vraiment très précise. Puis je pense qu'on a bien réussi de ce côté-là. Et on organise présentement la 2e journée résilience en avril prochain, toujours accompagnée de NISCA, pour là basculer de la résilience organisationnelle vers la résilience territoriale. Puis on est déjà plus de 40 inscrits. Là, on voit qu'on a encore un momentum. Les gens aiment parler de résilience puis veulent approfondir le concept. Donc, c'est très concret. Nous, à Memphremagog, tout ce qui est résilience, c'est très vivant aussi. Puis c'est quelque chose qu'on est bien fiers. Là. On peut peut-être justement en profiter pour montrer à l'écran la facilitation graphique qui a été faite dans le cadre de votre événement que j'ai trouvé vraiment assez extraordinaire. Jamie, si on peut mettre la diapositive en grand écran. Voilà. Alors, c'est très beau ce que vous avez fait sur la résilience organisationnelle. Alors, peut-être nous parler un petit peu plus donc de comment on la fait vivre au quotidien, la résilience. Je trouve ça assez formidable comment, tu sais, dans la cohorte où on est axé plus sur le processus, les facilitateurs, les facilitatrices, après, on réinvestit tout de suite les notions, les apprentissages dans leur milieu. Et comment là, avec ces journées-là, c'est les membres eux-mêmes qui se trouvent à porter ça à l'intérieur de leur organisation pour avoir un impact sur leur culture organisationnelle, leur pratique RH, la gouvernance, la collaboration, toutes les zones d'impact qu'on a nommées tout à l'heure. Mais peut-être nous en dire un petit peu plus, donc comment on la fait vivre au quotidien, la résilience, ou nous parler de la facilitation. Là. Vas-y. Vas-y, Mathieu, puis ensuite Mélissa. Ouais, non, j'allais juste, moi, amener la question de, quand je vois ce qui est écrit là, qu'on voit qu'il y a équipe solidaire, équipe ingénieuse, équipe pragmatique, il y a un enjeu de posture.
il y a un enjeu de posture des individus dans le collectif, il y a un enjeu de posture collective. C'est-à-dire que, est-ce qu'on veut le voir pour le croire ou est-ce qu'on veut le croire pour le voir? Je pense qu'il y a un enjeu fondamentalement qui est associé aussi à chaque individu. Puis ça, c'est quelque chose qui est majeur dans l'approche. Pour nous, c'est la pensée que les systèmes aussi ont agi sur les individus et vice-versa. Donc, vu que les systèmes sont construits par les individus, c'est aussi aux individus à agir sur les systèmes plutôt que de faire en sorte que les individus se parlent entre eux et des fois créent des tensions interpersonnelles. Donc, c'est de travailler sur les tensions organisationnelles de façon positive en considérant que les tensions arrivent par des événements qui sont des événements déclencheurs, le départ d'une direction générale, la baisse d'un financement, l'arrivée d'une nouvelle organisation concurrente sur le territoire. Il y a des éléments déclencheurs comme ça où la résilience organisationnelle se met en place sans forcément qu'on le dise, sans forcément que ce soit explicité, mais ça vaut le coup de bien expliciter ce qui est en train de se passer parce que rester dans l'implicite, ça ne valorise pas les équipes dans leur posture et dans ce qu'ils font, puis on tourne vers quelque chose de plutôt négatif. Donc, la résilience organisationnelle permet de créer des points de bascule parce qu'on explicite qu'est-ce qu'on fait. Et souvent, c'est une très grande difficulté pour les équipes à expliciter ce qu'elles font dans les mécanismes de réussite. On va souvent regarder les mécanismes dysfonctionnels, on va souvent regarder les problèmes. Dans la résilience organisationnelle, on va s'attacher à faire en sorte de trouver des mécanismes pour rebondir. D'ailleurs, résilience, ça vient dans l'étymologie du terme, on a résiliare qui veut dire rebondir. Donc, il y a un effet rebond, en fait, systématique qui est intéressant d'installer avec les équipes. J'aime beaucoup cette dimension-là de rendre les choses explicites parce que c'est souvent comme ça à l'intérieur de nos organisations, à l'intérieur de nos équipes, quand effectivement ces tensions-là ne sont pas clairement exprimées puis on n'a pas les clés nécessairement d'analyse, de compréhension pour voir ce dans quoi on est. Puis on l'a énormément vécu pendant la pandémie et on le vit encore. Ben, c'est là où des fois les tensions deviennent exacerbées, où ça implose, où il y a des conflits, etc. Donc, c'est ça, je vais te céder la parole, Mélissa, mais c'est ça ma première réaction face aux commentaires de Mathieu. Et pour arriver à tout faire ça, en tant que gestionnaire, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il faut créer de l'espace, toujours et encore plus. Puis c'est ça le plus grand défi, puis on en reparlera tout à l'heure. Garder du temps, pourquoi? Pour rendre explicite, pour apprendre collectivement de nos pratiques, pour partager nos forces, nos vulnérabilités. Fait que concrètement, comment ça s'incarne, moi, dans mon équipe de travail à la CDC au quotidien? C'est qu'on a des journées de transfert de connaissances. On a toujours des points dans nos rencontres d'équipe où est-ce qu'on partage nos forces, nos vulnérabilités, où est-ce qu'on a des appels à la collaboration, où est-ce qu'on a des espaces pour se réorienter, anticiper ce qui s'en vient, se remettre en question, que ce soit par projet, par décision, par posture, par feedback. C'est des choses qu'on fait beaucoup puis qui prend du temps dans l'agenda, mais qu'on croit que c'est pertinent et que ça aura de l'impact. On est aussi très sensible à l'agilité de notre équipe, au respect de nos limites aussi. On valorise tout ce qui est flexible. On essaie de s'adapter le plus possible, mais surtout de se respecter là-dedans. Moi, ce que je dis souvent, c'est que oui, il peut y avoir des vertiges quand on travaille, mais quand on travaille en innovation sociale, en développement social, il ne faut pas que ton agenda soit placardé du lundi au vendredi. Tu ne peux pas travailler comme ça. Cette posture-là, elle demande beaucoup d'énergie, puis elle demande de l'espace pour faire un pas de côté, pour voir l'écosystème, pour se rallier aux autres, se repositionner. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mon équipe parce que souvent, on a l'impression qu'il faut toujours être dans l'urgence d'agir, il faut toujours avoir plus de dossiers, il faut toujours dire oui, hein, on ne développera jamais assez, il y aura toujours plus de besoins. Mais on doit se responsabiliser là-dedans puis créer ces espaces-là collectifs. Ça se traduit à chaque rencontre d'équipe, ça se traduit à nos espaces d'appel à la collaboration, ça se traduit dans nos bilans annuels 2 fois par année. On prend le temps de se poser les bonnes questions. Puis tout ce qu'on fait là, bien, c'est des processus qu'on essaie de ramener, c'est du modeling qu'on essaie de ramener dans nos rencontres des membres ou dans le coaching qu'on fait avec eux ou dans nos accompagnements. On intègre les concepts de la résilience, on intègre les visuels, comme vous le voyez, là, de la facilitation graphique. On fait des liens vers les capacités qu'on est en train de discuter. Mais ça reste certainement un défi parce que c'est un langage qu'on construit tout le monde ensemble. Mais c'est comme ça, nous, qu'on le vit au quotidien. On s'en fait un devoir. Puis cette image-là de la résilience que vous voyez, elle est toute petite, mais nous, elle est énorme, puis elle est dans nos bureaux. Donc, quiconque arrive, travaille avec nous, c'est quelque chose qu'on voit immédiatement. Puis c'est un ancrage quand même très fort qui nous permet de
d'être très axé vers cette vision-là. Là. Mhm. Je rajouterais juste par rapport à ce que dit Mélissa, nous, on pense qu'il faut installer le temps, ce qu'on appelle le temps profond, qui n'est pas le temps linéaire, qui n'est pas le temps cyclique, mais qui est le temps de la profondeur. Puis, est-ce qu'on a tous besoin de temps ou est-ce qu'on a envie de dégager du temps? Tout est une question de posture. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a du temps. Quelqu'un qui dit qu'il a du temps, on le voit un peu comme un extraterrestre. C'est quelqu'un qui est pas normal, quelqu'un qui a du temps aujourd'hui. Donc, dégager de l'espace de respiration pour ça, c'est aussi freiner le quotidien, c'est freiner le temps linéaire, c'est empêcher la frénésie des réseaux, de tout un tas de choses qui nous arrivent comme ça, justement, par rapport à l'environnement complexe. Puis tomber dans le temps profond, ça, c'est quelque chose un peu comme le sommeil. C'est un apprentissage, mais c'est fort régénérateur. Exactement. C'est ce que je comprends. Merci. On peut peut-être retirer la diapositive. Elle est magnifique. C'est vraiment puissant comme vision et intéressant comment ça continue à vous animer. Puis ça devient un peu une étoile polaire, en fait, là, pour les groupes. Vous avez évoqué chacun dans vos différentes interventions les défis. J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus. À quel défi est-ce qu'on peut se heurter lors de son cheminement vers une plus grande résilience organisationnelle et collective? Qui veut se lancer? Vas-y. C'est sûr que ça génère de l'inconfort et des vertiges, là, on ne se le cachera pas. Là. Quand on parle de concept de résilience, parfois, il y a des gens qui sont super à l'aise au macro, qui ont de la difficulté à arriver au micro-terrain. L'inverse est aussi vrai. Donc, c'est sûr que c'est inconfortable de naviguer là-dedans. Mais c'est très possible, en fait. Il faut savoir être confortable dans l'inconfort, je dirais, même si ça se dit plus ou moins. Rendre le tout concret, c'est une clé de réussite. Donc, l'inverse, c'est un défi nécessairement. Puis, je dirais que nous, sur notre territoire, on a entamé la démarche résilience quand tout le monde était écœuré d'entendre parler de la résilience. Fait que juste le terme en soi est un défi qu'on déconstruit puis qu'on reconstruit à notre image. Mais ça, c'est un défi, là. Et quand je parle de prendre du temps, nous, on est dans une organisation où est-ce qu'on accompagne, où est-ce qu'on développe, c'est peut-être plus facile pour nous. Quand on est dans une organisation qui vit avec des urgences au quotidien, de reddition de comptes, de financement, de besoins, de clientèle problématique, difficile, vulnérable, de roulement de personnel, etc. Bref, faire un pas de côté, ça demande quand même beaucoup d'audace puis de conviction. Donc ça, c'est majeur là, quand même. Merci Mathieu, tu veux enchaîner? Et sur la question de l'inconfort et du vertige, nous-mêmes, on a été dans cette démarche-là. Je pense que comme accompagnateur de la démarche. Donc oui, comme accompagnateur de la démarche, nous aussi, puis on l'est encore. Puis peut-être par rapport à la question de Jean-Marie, pas pour répondre à ça, mais donner un point de vue, nous, le défi principal qu'on a aujourd'hui dans les défis, c'est comment est-ce qu'on passe de notre propre capacité et perception qu'on a de notre résilience personnelle et individuelle à travailler sur les organisations, puis sur le territoire. On s'est rendu compte, nous, dans la première cohorte, que beaucoup de personnes souhaitaient aller travailler sur le territoire avec des acteurs, mais qui n'avaient pas réglé peut-être pour eux-mêmes déjà un certain nombre de choses. Donc, il y a un effet aussi de régénération, d'aller chercher des fois des aspects territoriaux pour travailler dans son organisation. Puis en même temps, le fait d'aller chercher des aspects territoriaux font un effet miroir sur l'organisation. Donc, il y a comme ça des vases communicants entre le territoire, hein, une résilience territoriale, une résilience des communautés, une résilience organisationnelle et une résilience individuelle. Mais je pense que la résilience organisationnelle est le principal effet levier, à la fois sur l'aspect individuel et à la fois sur l'aspect territorial et des communautés. Si un centre communautaire ne se sent pas bien et qu'il ne comprend pas pourquoi il ne se sent pas bien, ça va être très difficile pour lui, si on considère que l'organisation est un être humain, à aller regarder avec ses pairs de l'autre côté ou aller voir avec sa clientèle de l'autre bord. Si on n'est pas aligné, si l'organisation n'est pas alignée avec elle-même et avec les individus qui la composent, je pense qu'on tombe dans des enjeux paradoxaux qui dépassent beaucoup de choses et qui donnent aussi beaucoup d'explications dans l'histoire aussi de la construction des territoires et dans la construction des milieux. Donc, plusieurs
plusieurs défis, mais qui ne se limitent pas effectivement à que faire du temps dans l'agenda, hein. C'est vraiment tout un changement de posture que vous êtes en train de nous partager ici. À l'inverse, je suis intéressée à savoir les ingrédients. Donc, un peu les ingrédients qui permettent de renforcer ses capacités pour former une communauté résiliente. On a plus parlé des organisations, on peut continuer sur la voie des organisations aussi. Mais donc, ce serait quoi les ingrédients clés pour être capable de renforcer ses capacités en termes de résilience? Est-ce que tu as envie de te lancer, Mélissa? Je dirais de toujours un peu d'audace. Toujours, que ce soit à l'individuel, en termes organisationnels ou même territorial, de ne pas avoir peur de plonger, de changer nos pratiques, d'être visionnaire. C'est sûr que cette posture-là est une clé de réussite. Incarner aussi, tu sais, la crédibilité, elle est importante dans ces cheminements-là où est-ce que rapidement, il faut incarner ces concepts-là qu'on met de l'avant. Donc, être authentique dans notre posture, puis ne pas avoir peur d'exposer nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos erreurs, nos lectures communes, nos divergences. Quand on parlait de rendre explicite, c'est pas toujours confortable, mais je pense que quand on se commet dans cette posture-là, il y a vraiment du beau qui peut ressortir, puis ça invite les gens à faire de même. Donc ça, c'est pour moi une belle façon de renforcer nos capacités et d'accepter aussi qu'on n'a pas besoin d'être expert en la matière pour se lancer dans la résilience, pour accompagner, pour prôner certains concepts, pour pratiquer. On est toujours, tu sais, je pense moi, je travaille beaucoup avec cette posture-là d'apprenant continuel. On apprend, on fait des erreurs, on pratique, on pratique, on pratique. Donc ça, c'est vraiment une belle formule, la résilience avec les concepts là, dont parlait Mathieu tout à l'heure, pour pratiquer, mettre en valeur, essayer des trucs, se tromper, revenir. Ça, pour moi, c'est des ingrédients qui, tant par le processus que la finalité, vont former une communauté davantage résiliente. C'est important de le souligner, cette capacité d'apprentissage, puis se donner le droit à l'erreur en faisant ça. Donc, tu sais, comment vous avez abordé dès la cohorte et puis ensuite plus au niveau du territoire, cette question-là, en fait, avec humilité, en disant on n'a pas toutes les réponses, mais on n'a pas à avoir toutes les réponses. C'est collectivement aussi qu'on va trouver des voies. Donc, cette posture-là d'apprentissage, pour moi, là, c'est vraiment une clé importante. Effectivement, s'il y avait des vrais ingrédients dans la question que je vous ai posée, bien, on aurait une recette puis on l'appliquerait, mais on est dans quelque chose qui est nettement plus complexe que ça. Donc, cet apprentissage stratégique où on fait des boucles en continu puis on est capable de réinvestir ce qu'on apprend, ce qu'on observe pour améliorer, pour transformer nos pratiques, c'est vraiment porteur. Je vais te laisser la parole, Mathieu, sur les ingrédients aussi. Oui, Mélissa a été complète déjà là, dans ce qu'elle a dit. Moi, je rajouterais s'engager dans la collaboration authentique. Je pense que la collaboration, ça peut être une façon d'opérer dans des milieux de façon un peu superficielle parfois. Puis là, dans un processus de résilience, il y a nécessité d'être vraiment authentique dans la collaboration. Et dans collaboration, on retrouve bien le mot travailler ensemble. Ça passe par des moments de vulnérabilité, ça passe par des moments peut-être d'itération sur ce qu'on ressent, ça passe par aussi du chaos organisationnel, ça peut passer par… il peut y avoir vraiment différentes phases. Nous, on a vécu différentes phases avec le groupe, hein, même des moments où nous-mêmes, on pensait qu'on était parti dans quelque chose qui n'avait pas de sens, puis finalement, ça commençait à en faire avec eux. Donc, je pense qu'il y a un enjeu d'être vraiment authentique dans la collaboration. Puis Mélissa l'a dit, ça fait appel à de la facilitation de groupe aussi pour faire en sorte que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait de la facilitation qui s'installe, puis des outils aussi qui sont des outils que nous, on a mis en place et qu'il faut qu'il y ait de l'outillage pour faire en sorte qu'on garde le cap et on garde le sens. Puis je tiendrai à souligner, j'ai vu que ma collègue Jamie l'a partagé dans la boîte de dialogue, mais le très beau recueil que vous avez produit, Niska, donc sur la résilience, pour ceux et celles qui auraient envie d'aller plus loin, qui veulent en savoir plus, je vous recommande vraiment le recueil, qui a notamment des schémas pour bien positionner là, les différentes capacités qui ont été développées dans le cadre de ce projet-là et mis en pratique dans les différents territoires. On a aussi partagé
une autre ressource qui est un guide, lui, plutôt sur la pérennité et la résilience, donc sous l'angle de la pérennité des initiatives collaboratives que Tamarack a produit récemment également. Donc, je vois que ma collègue a partagé ça. Si ça vous va, j'inviterai les participants, les participantes maintenant à nous poser leurs questions. Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue. Vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix, en anglais ou en français. On utilisera l'interprétation simultanée au besoin. Donc, tout à l'heure, il y avait Jean-Marie dans la boîte de dialogue, donc qui nous amenait plus sur les autres défis externes dans les communautés, les défis plus au niveau sociétal. Mathieu, tu as en partie répondu, mais j'aurais peut-être envie de vous relancer là-dessus en attendant que d'autres participants lancent leurs questions dans la boîte de dialogue ou partagent aussi leur expérience. Peut-être que vous en avez tout un chacune des expériences au niveau de la résilience que vous avez envie de partager. Donc, libre à vous de le faire. Mais donc, sur ces facteurs-là, c'est comment on passe effectivement de la résilience de l'organisation à la résilience d'un territoire. Je sais que c'est votre deuxième journée qui s'en vient, Mélissa, à la CDC Memphremagog, là. Mais c'est quoi? Il y a beaucoup de facteurs externes qui peuvent influer sur la résilience quand là, dans une plus grande échelle, complexe comme une communauté, comme un territoire, ou même, Jean-Marie parle même au niveau sociétal. Alors, comment est-ce qu'on aborde ça? De notre côté, par exemple, je pourrais parler d'une initiative qu'on a mis en place à l'automne, un chantier habitation pour répondre à la crise du logement sur le territoire. On savait très bien que ce n'est pas le communautaire qui allait régler le problème, mais on s'est quand même posé la question avec des acteurs multisectoriels en prenant ces postures-là réflexives, d'authenticité, être audacieux, sortir du cadre, poser les bonnes questions avec des acteurs qui n'étaient pas vraiment habiles dans ce genre d'espace-là pour créer une initiative qui pourrait ultimement répondre à nos besoins sur le territoire. Puis c'est là qu'on a bâti un chantier habitation qui n'est pas une concertation, qui n'est pas un comité, qui est une espèce de bibite à part avec un comité de pilotage, avec des objectifs plus ou moins précis, mais plus liés à une théorie du changement en habitation sur le territoire avec des acteurs qui ne travaillaient pas ensemble. Fait que ça, c'est un exemple où est-ce qu'on a pris, nous, à l'interne, nos façons de travailler puis nos concepts qu'on essaie d'incarner, puis on a ouvert le cercle davantage sur un défi qui touchait tout le monde. Donc, c'est là que le mouvement s'est opéré, le point de bascule. C'est pas parfait, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis une clé de réussite, c'est nécessairement d'avoir un acteur qui est visionnaire, qui a un bon leadership, puis qui mobilise les troupes. Quand on démarre ces démarches-là à une échelle plus territoriale, il faut quand même que tu aies un leader positif visionnaire qui mène et qui rassure et qui enligne sur le processus plutôt que la finalité. Parce que c'est sûr que ça peut rapidement mourir dans l'œuf, sinon, à mon avis, là. Mais c'est d'ailleurs un des principaux échecs de la collaboration, hein, quand il n'y a pas un organisme porteur qui est là pour soutenir, pour faciliter, pour s'assurer qu'on garde toujours le cap vers l'objectif visé, surtout en travaillant sur des enjeux aussi complexes que celui de la crise du logement que vous nommez. Voulais-tu ajouter quelque chose, Mathieu, sur cette question-là? Sur la résilience territoriale, je dirais que c'est l'étape d'après. Là, moi, j'ai pas de clarté. Je sais que je commence à lire sur tout ce qui a été écrit ou tout ce qui est écrit autour de la résilience territoriale. C'est beaucoup attaché. J'ai le sentiment que c'est beaucoup attaché aux questions écologiques, puis c'est bien normal. Maintenant, je pourrais pas donner d'exemple sur cet aspect-là directement. OK. Mais merci. On peut passer peut-être à la suivante. On est plus dans la mesure. Donc, quelles seraient des pistes à explorer selon vous pour mesurer le niveau de résilience d'une organisation ou d'un territoire? Moi, là-dessus, je répondrais peut-être, en tout cas de mon expérience, c'est l'art de se poser les bonnes questions, puis c'est l'art de prendre les bonnes décisions. Puis je pense que ça permet vraiment de mesurer dans l'histoire et dans le présent et même dans l'avenir, la façon dont on se pose les questions, ça ouvre. Parfois, on dit même que l'art de poser la bonne question, ça nous fait même changer de paradigme, hein. Donc, des fois, une question peut faire changer de positionnement à une organisation à travers les trois capacités de résilience. Donc, moi, c'est ça que je répondrais. L'art de se poser les bonnes questions, puis l'art de prendre les bonnes décisions. Parce que je pense que c'est un art, véritablement. Et pour ce faire, moi, j'ajouterais l'art de prioriser le temps profond, parce que pour ça, parce que quand on est dans l'urgence, quand on bascule d'un concept à l'autre, ça va vite la vie,
Puis la première chose qu'on met de côté, c'est ces zones-là collectives d'intelligence, où est-ce qu'on va faciliter des discussions profondes, où est-ce qu'on va tomber dans l'art de se poser les bonnes questions. C'est la première chose qu'on évacue. Puis nous, on le fait là, cet automne, on l'a complètement évacué pendant 1 mois et demi, puis on a vu en fait l'impact négatif que ça pouvait avoir sur notre pratique. Fait que, ça aussi, c'est un indicateur, à mon avis, d'une communauté résiliente, d'être capable de prioriser ces espaces-là, coûte que coûte, peu importe en fait ce qui se passe autour dans l'organisation sur le territoire. Merci. Fait qu'il y a des bonnes pistes de réflexion. Peut-être que notre collègue Jean-Marie à l'Institut Tamarack pourra nous aider à développer des indicateurs de résilience. J'aimerais prendre le temps de lire le commentaire d'Isabelle dans la boîte de dialogue qui pose aussi une question. Donc, j'ai travaillé durant plusieurs années comme dirigeante d'une ONG œuvrant en Haïti. La résilience territoriale était bien ancrée, la résilience organisationnelle également. Par contre, auprès de certains membres du CA et donateurs, la résilience devenait une forme d'excuse. Chaque fois que nous faisions face à une nouvelle crise, et on sait qu'il y en a en Haïti, là, humanitaire, écologique, sanitaire, sécurité. Donc, en assumant notre résilience, comment mettre nos limites et répondre à ceux qui utilisent comme excuse pour minimiser les impacts et les actions qui sont à prendre face aux défis? Belle question. Moi, je trouve ça très intéressant qu'Emmanuel Isabelle, aujourd'hui, c'est ce qui m'interpelle le plus sur les questions de résilience, sur l'aspect politique et idéologique, parce que finalement, quand on regarde ce qui est en train de se passer, puisqu'on lit aussi sur Haïti est un très bon exemple, sans rentrer dans les détails, mais il y a un enjeu de société et de politique autour de ça, parce que on pourrait consister à dire si les individus sont résilients, alors ils vont nous coûter moins cher à la société parce qu'il y aura besoin de moins de soins. Donc, il faut être résilient. Puis si tu n'es pas résilient, c'est comme, t'es quoi? Si tu n'es pas résilient, tu es en échec, tu n'es pas capable de te débrouiller tout seul. Puis je pense que la controverse de la résilience aujourd'hui est normale. Puis je pense qu'elle est bien amenée. C'est normal qu'il y ait des personnes aussi, je pense qu'il y a aussi une philosophe qui est très intéressante qui s'appelle Laura Moité qui est dans la controverse justement avec Boris Cyrulnik sur cette question-là en disant on ne peut pas tous être résilients, c'est pas vrai, on n'est pas tous égaux, et les organisations aussi. Oui, c'est ça, on nous répondait souvent de toute façon, ils sont résilients. Comme si c'était une obligation d'être résilient. Puis je pense que là-dessus, il faut être très prudent, faire preuve de beaucoup d'humilité. Puis ça peut être effectivement une reprise politique. Quand on écoute aujourd'hui le mot résilience, il a été pris vraiment peut-être même dans un niveau idéologique, et il faut rester très prudent au regard du terme pour pas tomber dans quelque chose qui fait que si tu n'es pas résilient, tu n'es pas bon, puis tu n'as pas ta place dans la société. Grosso modo, c'est ça. C'est pour ça que moi, je parlais des facteurs de protection puis des facteurs de vulnérabilité. Les facteurs de protection sont essentiels. Alors, pour les individus, oui, mais pour les organisations, plus les organisations auront des facteurs de protection conscientisés et prêts, plus ça pourra réduire, en fait, je pense, la charge qui pèse autour des organisations. Sans déresponsabiliser les personnes en position de pouvoir qui doivent Exactement. Sans déresponsabiliser les personnes. Qui contribuent justement aux crises, aux chocs et aux perturbations. Exactement. Mais les facteurs de protection, c'est intéressant. Je pense que vous en parlez aussi dans le guide. Donc, ça, c'est des éléments aussi qui peuvent contribuer à mesurer justement la résilience d'une communauté dont on parlait tout à l'heure. A priori, je pense que vous ne pouvez pas ouvrir vos micros en mode webinaire, mais ma collègue Jamie me dit que Valérie Blanchette a sa main levée. Donc, si c'est possible d'ouvrir son micro pour qu'elle puisse poser à voix haute sa question. Valérie, la parole est à vous. Est-ce qu'on vous entend? Valérie s'est levée sa main, mais je ne pense pas qu'elle voudrait parler. Bon, d'accord. Alors, sentez-vous bien à l'aise si vous préférez écrire quelque chose dans la boîte de dialogue. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir facilement les micros et les caméras en mode webinaire. J'ajouterais peut-être pour ce petit moment-là, quand on parlait justement
Bien, suite à la question qui a été posée au niveau organisationnel, parfois, on a le modèle qui est résilient, c'est de faire toujours à la même vitesse, de faire autant, voire plus avec moins de ressources. Parfois, c'est ça qu'on a dans la tête quand on passe à la résilience, d'être capable toujours d'avancer de la même manière ou à la même vitesse, puis dans des contextes différents. Mais on est résilient, on ne lâche pas. Mais parfois, c'est aussi de laisser mourir des initiatives, d'avoir du temps pour se renouveler, c'est de diminuer la cadence, de revoir notre fonctionnement. Donc, la résilience, fait pas toujours écho à une même productivité. Et ça, pour moi, ça a été quand même un point de bascule important. Quand on se laisse l'espace pour se poser les bonnes questions, qu'on se dit, ben ça, là, ça prend trop d'espace, ça c'est énergivore, on n'a pas l'impact souhaité, on laisse aller, on laisse mourir, c'est un échec, puis c'est correct comme ça. On est capable d'avancer par la suite autrement, mais on n'est pas en dissonance avec notre organisation, on est plus en résonance avec notre territoire. Puis à ce moment-là, on devient autre chose. Mais moi, c'était un concept que j'associais beaucoup à la performance toujours, malgré parfois moins de moyens, en fait. Très important. Puis Valérie, bon, justement, je reviens à elle. Donc, se demandait quels sont les facteurs de protection d'une organisation qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, si vous pouvez en parler un petit peu plus. Je dirais que les facteurs de protection d'une organisation, elles sont très différentes en fonction d'une organisation ou d'une autre, mais on retrouve beaucoup les facteurs de protection dans ce que j'ai constaté dans la culture organisationnelle, c'est-à-dire dans les rites, les rituels, les façons de procéder. Mais en fait, les facteurs de protection viennent s'intriquer avec les facteurs de vulnérabilité en même temps. Donc, il y a un état des lieux à faire. C'est ça que fait aussi la résilience organisationnelle. Ça fait un état des lieux de qu'est-ce qui est de l'ordre de la fragilisation de l'organisation, puis qu'est-ce qui est de l'ordre des facteurs de protection. Puis on capitalise sur ce qui protège l'organisation, parce que ce qui va protéger l'organisation, ça va permettre de protéger aussi les êtres humains qui sont à l'intérieur de l'organisation. Donc, c'est une pensée qui est assez systémique, mais qui permet quand même de dire, par exemple, pour les pratiques, par exemple, un facteur de protection, ça va être, je parlais tout à l'heure de la prise de décision. Pour moi, la prise de décision est un facteur de protection. Et si on décide, par exemple, en termes d'impact, de dire toutes nos décisions vont être des décisions par consentement et on ne fait plus de décisions par vote, parce qu'on sent que ça vient fragiliser notre organisation, alors là, on installe un facteur de protection. La prise de décision par vote était un facteur de vulnérabilité qui démobilisait nos membres. La prise de décision par consentement, qui est une façon de procéder, si on pense que dans notre organisation, c'est important, alors on va en faire un facteur de protection de notre organisation. On pourrait parler de ça aussi dans les pratiques en ressources humaines, l'évaluation, par exemple, des individus. Est-ce qu'il fait bien son travail? Comment est-ce qu'on évalue, on juge la performance des individus versus la performance de l'organisation? Pour moi, le facteur de protection, c'est d'évaluer la performance organisationnelle, mais pas d'évaluer la performance des individus. Puis là, je ne suis absolument pas neutre quand je dis ça, c'est absolument pas, c'est très orienté, mais nous on l'assume chez Niska pour travailler en autogestion depuis des années. Évaluer la performance organisationnelle, évaluer le modèle organisationnel en termes de ressources humaines, c'est beaucoup plus porteur que d'évaluer les individus. Mais ça reste un point de vue. Mais pour nous, ça a été le fait d'enlever les politiques RH, parce que les politiques RH, souvent quand elles sont écrites, pour moi, les politiques RH sont censées être un facteur de protection, mais des fois, ça devient un facteur de vulnérabilité parce qu'elles ne sont pas respectées. On met 6 mois pour les écrire et puis ensuite, elles sont pas respectées. Donc, ça ne sert à rien parfois. Des fois, c'est utile, des fois, ça ne l'est pas. Mais une fois de plus, ça dépend de chaque organisation. Donc là, je donne des exemples. Dans le positionnement stratégique, on peut avoir un positionnement stratégique, comme le dit Mélissa, de très, très haut niveau, en disant on fait mieux avec moins, c'est-à-dire qu'on freine et on fait des choix stratégiques. Et donc, quand on fait ça, on vient protéger l'organisation et on ne dit pas aux on ne dit pas aux humains qui sont dans l'organisation, faites-en toujours plus avec moins. C'est l'organisation qui se consolide dans ces facteurs de protection. Très bons exemples, moi, que j'ai vécu récemment, des communautés comme ça, des organisations qui décident de dire non à un financement, par exemple, par projet, parce qu'effectivement, ça ne permet pas de consolider l'organisation, ça fait juste rajouter des couches de plus, des choses de plus à faire.
mais c'est énorme pour une organisation qui manque de moyens dans le milieu communautaire de dire, OK, on va renoncer à ce financement par projet parce qu'on est trop essoufflé puis on a besoin de se recentrer sur notre mission, nos activités prioritaires. Donc, il y en a plein d'exemples comme ça, mais c'est sûr que ça remet beaucoup en question les paramètres de performance avec lesquels on est habitué, très habitué en fait de travailler. Je me pose la question. Oui, vas-y, Mathieu. Juste pour aller encore au bout de ton exemple, un gestionnaire qui prend toutes les opportunités de financement autour de lui et qui les prend, au bout d'un moment, il peut être mis en faute de gestion, puis la faute de gestion, ça va retomber sur lui. Donc, en fait, ça retombe sur l'individu. Donc, le facteur de protection n'a pas été mis en place en amont pour permettre… Donc, après, ça revient sur les individus, puis c'est comme ça qu'on a des personnes qui quittent, qui tombent en burn-out, qui sont plus motivés dans leur travail. Donc là, il y a un enjeu qui est assez majeur, en fait, de penser les facteurs de protection dans l'organisation plus que de dépenser sur les individus. Mm-hmm. Puis ça rejoint énormément tout ce que vous avez nommé là, dans cette dernière période de l'échange, des choses qu'on voit dans nos organisations aussi en termes de changement peut-être intergénérationnel. Donc, une nouvelle génération aussi là, de travailleurs avec le roulement de personnel puis la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, à quel point c'est important de laisser ces espaces-là, à quel point c'est important d'accorder des temps profonds. Tu nommais tout à l'heure, Mathieu. Donc, c'est ça, de transformer la culture de travail autrement aussi autour de tout ce qui nous anime, là, de l'équité, la diversité, l'inclusion, pour qu'on soit, c'est ça, à l'interne, plus, j'ai envie de dire, oui, plus flexible pour s'adapter aux changements, mais aussi qu'on soit capable de créer toutes les conditions de confiance à l'intérieur de l'équipe et envers la communauté qu'on veut desservir également. Fait que pour moi, il y a une question de créer la confiance à l'interne, créer des conditions de travail qui vont permettre aux gens de rester, qui vont leur donner envie de rester, puis qui vont nous permettre collectivement d'être mieux préparés aussi, parce que d'autres crises dans le futur, on anticipe qu'il va en avoir encore. Donc, il va y en avoir de toute façon. Des événements, il va y en avoir qui vont arriver, pas forcément négatifs. D'ailleurs, ce n'est pas toujours négatif. Des événements qui peuvent se passer, ce n'est pas toujours négatif. Souvent, on a l'impression que ça peut être négatif, mais pas toujours. Mm-hmm. Oui, effectivement, on peut trouver des opportunités dans les situations difficiles. Je pense que justement, avec des facteurs de protection là, comme ceux que vous avez nommés, bien, ça permet justement aux organisations de voir des opportunités dans les situations difficiles, de tirer par exemple des apprentissages de la pandémie pour transformer les pratiques, pour agir sur nos systèmes, etc. Je vois notre temps qui file, à moins qu'il y ait d'autres questions dans la boîte de dialogue. Il y a une question sur un commentaire sur l'équité que je vais prendre le temps de lire. Et puis, après ça, je vais peut-être vous donner la parole juste chacun rapidement pour un mot de la fin. Donc, Jimmy qui nous partage que la question d'Isabelle lui a fait penser à la façon dont l'équité est un élément important de la discussion sur la résilience de qui nous tenons pour acquise et la résilience que nous devons renforcer. Alors, un beau commentaire ici sur remettre l'équité au centre. Je ne sais pas si vous voulez réagir face à ça ou aller vers un mot de la fin. Vas-y, Mélissa. Ben, c'est bien dit, moi, je pense. En effet, pour le mot de la fin, mais merci pour l'opportunité. Moi, si je peux vous dire, plongez, allez lire le guide, renseignez-vous, pratiquez, ça vaut la peine. C'est des concepts qui sont accessibles, puis à mettre en pratique aussi. Je pense qu'on se doit d'en apprendre davantage sur la résilience, puis de le mettre au goût du jour et de se l'approprier collectivement à notre façon. Je pense qu'il y a du beau là-dedans. Donc, j'espère vous avoir donné le goût de plonger dans cette aventure-là, c'est ça. Merci, Mélissa. Mathieu? Et moi, je dirais, écoutez, le guide est en données ouvertes, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer toutes les informations. Ce projet, il a été financé par la Fondation Chagnon, donc vous avez accès aux informations de façon complètement libre. Et puis, en plus de ça, vous avez la possibilité même de nous contacter parce la Fondation nous a soutenus pour continuer d'autres initiatives. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. On contribue à quelque chose de grand, mais de façon tout à fait humble et modeste, mais on apporte notre pierre à l'édifice, donc on essaye de le faire du mieux qu'on peut.
Donc le guide, il est vraiment là pour ça. La version, dans le site Internet, vous avez la version courte et la version plus longue avec une approche un peu plus importante sur la question de la posture. Donc, allez-y, découvrez. Et puis, découvrez la question du temps profond. Je reviens là-dessus. C'est un investissement qui vaut le détour. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Mathieu, Mélissa. C'est vraiment un plaisir de vous entendre puis d'explorer la résilience avec vous. Je vois que ma collègue Jamie a partagé de nouveau dans la boîte de dialogue. N'hésitez pas à communiquer avec nos panélistes aussi si vous avez plus de questions ou si vous avez envie de vous joindre à une prochaine cohorte de NYSCA. Jamie, je vais te demander de partager de nouveau ton écran. Je vais faire quelques petites annonces en terminant. Donc, si la question de la résilience vous intéresse, donc on va avoir un autre webinaire, celui-là en anglais avec interprétation simultanée en français le 29 mars prochain à midi, donc pour bâtir une initiative collaborative sur les bases de la pérennité. Donc, on aborde davantage la question de la pérennité, pérennisation, que de la résilience, mais les deux concepts sont vraiment liés, donc avec plein de conseils pratiques de nos collègues. Et le 26 avril, en français cette fois, avec interprétation vers l'anglais, l'engrenage Saint-Roch va nous présenter quand l'expertise et l'expérience citoyenne sont au cœur des actions du quartier. Donc, on va vraiment plonger dans cette expérience de la ville de Québec autour d'une table de quartier pour impliquer véritablement les citoyens et les citoyennes dans toutes les étapes du processus de l'élaboration des actions jusqu'à leur évaluation. Donc, on vous invite à vous joindre à ces deux webinaires. Alors, en terminant encore une fois, merci beaucoup. Merci, Jamie, pour le soutien technique. Merci à chacune d'entre vous pour vos questions, vos commentaires, pour votre écoute. Et puis, Mélissa, Mathieu, bonne continuité, à la fois dans l'accompagnement avec la prochaine cohorte, Mathieu et Mélissa, là, dans votre deuxième journée qui s'en vient bientôt sur la résilience. Et puis, au plaisir de pouvoir continuer d'apprendre de vos belles expériences. Merci infiniment.